Imaginez un peu la scène, chers auditeurs. La Maison Blanche. Un lieu de pouvoir, d'histoire et, récemment, un lieu de moment, pour le moins, surprenant. En mai 2025, s'y est tenue une réunion qui ressemblait moins à un sommet diplomatique qu'à ce fameux dîner de famille où l'oncle Bernard se lance dans la politique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, connu pour son calme, y est entré, s'attendant probablement à des discussions difficiles, peut-être un désaccord commercial. Mais ce qu'il a eu, c'est l'expérience Donald Trump, dans toute sa splendeur, poussée à son paroxysme. C'était tendu, une tension à couper au couteau. Ce n'était pas un simple désaccord diplomatique. C'était un choc de personnalité, une collision de visions du monde. L'atmosphère était lourde de non-dits, et probablement de paroles que certains auraient préféré ne jamais avoir entendues. Imaginez vous préparer à une discussion sérieuse sur les relations internationales, et vous retrouvez pris au dépourvu par des accusations semblant tout droit sorties des commentaires d'un forum internet très spécialisé. Voilà le genre d'ambiance dont il est question ici. Les États-Unis avaient évoqué l'idée d'imposer de nouveaux droits de douane de 30% sur les produits sud-africains, sans oublier la réprimande publique infligée à l'Afrique du Sud pour avoir traduit Israël devant la Cour internationale de justice concernant le conflit à Gaza. Le décor était bel et bien planté pour une danse diplomatique mémorable, bien que pour le moins inconfortable. Venons-en maintenant au cœur du sujet. Durant la réunion, le président Trump, peu connu pour sa subtilité, a décidé de prendre par surprise le président Ramaphosa. Il a soulevé les allégations, très controversées et largement discréditées, d'un prétendu génocide des Blancs en Afrique du Sud. Il ne s'est pas contenté de le mentionner, il était préparé. Il aurait montré une vidéo, une compilation d'images, incluant des croix issues d'une manifestation de 2020, qu'il a présentée comme étant les tombes d'agriculteurs blancs assassinés. C'était une démarche audacieuse, choquante, qui en a laissé plus d'un, y compris probablement Ramaphosa, quelque peu stupéfait. La vidéo n'était pas la seule preuve présentée par Trump. Il a insisté sur l'existence de nombreux récits, documentaires, et qui sait quoi d'autre, étayant ses affirmations. Ce narratif, selon lequel les agriculteurs blancs seraient systématiquement ciblés et tués dans le cadre d'une campagne génocidaire, circule depuis des années dans certains recoins d'Internet. Il a été complètement démenti par les vérificateurs de faits, les universitaires et même les organisations agricoles sud-africaines. Mais les faits, comme nous l'avons parfois constaté, peuvent être une matière flexible dans certaines arènes politiques. La tension dans la pièce devait être palpable. Imaginez tenter de discuter de questions bilatérales sérieuses pendant que l'une des parties accuse ouvertement votre pays de dissimuler un génocide sur la base d'une compilation YouTube. Voilà donc le président Ramaphosa, confronté à ces accusations explosives et à une vidéo qui relevait davantage d'une plongée dans les théories du complot que d'un discours diplomatique. Comment a-t-il réagi? A-t-il renversé la table? A-t-il quitté la pièce avec fracas? Non. Cyril Ramaphosa, l'homme qui a navigué dans les eaux tumultueuses de la politique sud-africaine post-apartheid, est resté remarquablement calme. Il a pour ainsi dire donné une leçon magistrale de sang-froid diplomatique. Il a écouté, n'a pas mordu à l'hameçon, puis a tenté de ramener, doucement mais fermement, la conversation à la réalité. Le président Ramaphosa a commencé par nier poliment, mais sans équivoque, les allégations de génocide des Blancs. Il a tenté de désamorcer la situation en invoquant l'esprit de Nelson Mandela, un nom qui conserve un poids immense et rappelle au monde le chemin de l'Afrique du Sud vers la réconciliation raciale. Il a souligné que les opinions de personnalités, comme Julius Malema, dont le chant figurait dans la vidéo de Trump, ne représentent pas la politique gouvernementale. Il a rappelé à Trump que l'Afrique du Sud est une démocratie multipartite, un lieu aux voix diverses qui ne chantent pas toutes à l'unisson avec le gouvernement. C'était une réponse calme et mesurée à une accusation plutôt démesurée. Que cela ait pleinement convaincu son hôte est une toute autre question. Mais en termes de gestion d'un incident diplomatique potentiellement désastreux, Ramaphosa a joué sa partition avec une habileté et une retenue considérables. Une fois que la nouvelle de cette réunion, disons mouvementée, s'est répandue, les réactions ont commencé à affluer, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles étaient variées. L'ancien ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud, Patrick Gaspard, n'a pas mâché ses mots. Il a qualifié la rencontre de tentative d'humiliation envers Ramaphosa.
En Afrique du Sud, la scène politique bruissait de commentaires. Julius Malema, le leader de l'opposition dont le chant figurait dans la vidéo de Trump, s'est, comme on pouvait s'y attendre, moqué de toute l'affaire. Il a réitéré la position de son parti sur l'expropriation des terres, indiquant clairement qu'il n'y aurait aucun compromis sur ce front. Même AfriForum, un groupe sud-africain de défense des droits civiques qui milite souvent sur les questions touchant les Afrikaners, a apporté son grain de sel. Ils ont reconnu avoir utilisé des séquences vidéo similaires à celles montrées par Trump, mais ont nié avoir réalisé cette compilation spécifique. Pendant ce temps, le ministre sud-africain de l'Agriculture, John Steenhuisen, a tenté d'offrir une perspective plus rassurante, déclarant que la plupart des agriculteurs, malgré les défis, souhaitent réellement rester en Afrique du Sud et poursuivre leur travail. Et c'est ici que notre histoire prend une autre tournure intéressante, tel un invité surprise apparaissant dans une série à succès. Les tensions entre les États-Unis et l'Afrique du Sud ne sont pas à sens unique. Elles s'inscrivent également dans un jeu géopolitique plus vaste et complexe sur le continent africain. Et l'un des acteurs clés qui avance ses pions dans ce jeu est le Maroc. Le Maroc et l'Afrique du Sud n'ont pas toujours été sur la même longueur d'onde, notamment sur la question litigieuse du Sahara occidental, territoire revendiqué par le Maroc, mais où le Front Polisario, soutenu par des pays comme l'Afrique du Sud et l'Algérie, aspire à l'indépendance. Ce désaccord a historiquement créé un froid diplomatique entre Rabat et Pretoria. Cependant, le Maroc s'efforce activement de changer ce narratif, se positionnant comme un partenaire clé pour le développement et la stabilité en Afrique. Les tensions dans les relations américano-sud-africaines, exacerbées par des rencontres comme celle avec Trump, pourraient involontairement créer des ouvertures pour d'autres acteurs. Si l'Afrique du Sud se sent de plus en plus aliénée par ses partenaires occidentaux traditionnels, elle pourrait chercher à renforcer d'autres alliances ou se montrer plus réceptive aux avances de pays comme le Maroc, malgré les différends passés. Cette unique réunion tendue à la Maison-Blanche n'a pas seulement été un après-midi gênant pour le président Ramaphosa, elle a eu des implications bien plus larges. Imaginez cela comme jeter une très grosse pierre très controversée dans un étang. Les ondes se propagent, affectant la diplomatie américaine à travers l'Afrique, ébranlant potentiellement des alliances de longue date et ayant même un impact sur les entreprises. Lorsque les États-Unis, acteur mondial majeur, adoptent une position aussi ferme et, diront certains, abrasive, à l'encontre d'une nation africaine de premier plan comme l'Afrique du Sud, d'autres pays du continent y prêtent une attention particulière. Pour les entreprises américaines opérant en Afrique du Sud, ce genre de refroidissement diplomatique au plus haut niveau n'est certainement pas une bonne nouvelle. L'incertitude est l'ennemi de l'investissement. De plus, l'Afrique du Sud, se sentant repoussée par les États-Unis, pourrait naturellement graviter davantage vers d'autres puissances mondiales comme la Chine et la Russie, qui sont souvent ravies d'intervenir et d'offrir des partenariats alternatifs. L'approche de l'administration Trump risque d'aliéner une nouvelle génération de Sud-Africains. Pour les plus jeunes, qui n'ont peut-être pas le même bagage historique concernant la politique étrangère américaine, ce type d'interaction pourrait consolider une vision des États-Unis comme un antagoniste, plutôt qu'un partenaire. En fin de compte, cet épisode souligne la nature délicate de la diplomatie internationale. Les mots comptent, les actions comptent, et les perceptions comptent. Alors, après tout ce drame, les accusations, les démentis calmes, les regards en coin de la communauté internationale, où cela mène-t-il les relations américano-sud-africaines? Et qu'est-ce que cela signifie pour la danse diplomatique, plus large sur le continent africain? Les conséquences immédiates ont été sans aucun doute glaciales. La confiance, denrée fragile dans les relations internationales, a été sérieusement entamée. Reconstruire cette confiance demandera du temps, des efforts, et peut-être quelques présentations vidéo moins controversées. Une grande question est de savoir si cette tension poussera effectivement l'Afrique du Sud davantage dans les bras d'autres acteurs mondiaux, comme la Chine et la Russie, ou si elle encouragera peut-être un engagement plus pragmatique, bien que prudent, avec un Maroc aux ambitions régionales. L'Afrique du Sud s'est toujours targuée d'un certain non-alignement, mais une pression soutenue d'une direction peut souvent entraîner une inclinaison vers une autre. GAP 2S, la loi sur l'expropriation de 2024, les suspensions d'aide, les menaces tarifaires. Ce sont toutes des questions concrètes qui continueront de façonner la relation, bien après que le malaise de la réunion à la Maison-Blanche se soit estompé. Toute cette saga nous laisse matière à réflexion.
Cette tension mènera-t-elle finalement à un ensemble d'alliances plus fragmentées en Afrique, ou pourrait-elle paradoxalement stimuler de nouvelles formes de coopération régionale alors que les pays naviguent entre les pressions des superpuissances mondiales? Que les spéculations commencent.